C'est l'heure de la grande édition sur i24 News. Bienvenue, votre rendez-vous quotidien et en direct avec l'actualité qui est toujours au rythme du Moyen-Orient. Voici le programme. Un cessez-le-feu dès ce soir au Liban. Faut-il y croire? L'information a fuité côté iranien, relayée par les médias libanais. Mais silence radio à Jérusalem, Washington et Beyrouth. Intox ou écran de fumée sur le terrain. La réalité est toujours brutale. Encore des dizaines de roquettes tirées ce mercredi par le Hezbollah contre le nord d'Israël. Et en face, Tsahal qui frappe, qui neutralise et affine ses plans. Alors qu'en coulisses, c'est l'allié américain qui tenterait de calmer le jeu. Nous tenterons de vérifier si les discussions inédites hier à Washington ont été ou non productives entre négociateurs israéliens et libanais. Et puis en parallèle, le chaud et le froid que fait toujours souffler Donald Trump sur les pourparlers avec Téhéran. Un accord est proche, affirme le président américain. Et pourtant, dans les faits, Washington muscle son jeu. Si le blocus naval est officiellement levé dans le détroit d'Ormuz, on apprend que plusieurs milliers de soldats américains supplémentaires sont en route en ce moment vers le Moyen-Orient. La démonstration de force est assumée. Suffira-t-elle à faire plier un régime iranien qui n'a cédé sur rien jusqu'ici? Entre deal et reprise des combats, analyse complète dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Quand la réalité contredit les bruits de couloir, c'est la grande question ce soir. Israël est-il sur le point d'accepter un cessez-le-feu face au Hezbollah? Et si oui, serait-ce le résultat de pressions américaines, elles-mêmes fruit de l'intransigeance iranienne? Avant d'interroger nos experts, le point tout de suite sur l'état du face-à-face au nord d'Israël, où l'on retrouve notre envoyé spécial qui est en direct. Bonsoir Christopher Barolin. Christopher, cette rumeur d'un cessez-le-feu, on la doit à l'origine à un haut responsable iranien, un journal libanais. Beaucoup d'incertitudes ce soir. Oui, un journal libanais proche du Hezbollah. Il faut dire que ce soir, toutes les informations émanant ou parlant d'un possible cessez-le-feu imminent viennent de sources iraniennes. Il y a encore quelques instants, c'est un journal qatari qui a évoqué des sources iraniennes qui semblent confirmer ce cessez-le-feu. C'est donc l'Iran pour l'instant qui distille ces informations autour d'un cessez-le-feu. On parlerait d'un cessez-le-feu d'une semaine, donc jusqu'à la fin de la trêve actuelle entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et d'un cessez-le-feu renouvelable. Côté réaction, elles sont assez différentes. D'abord, côté israélien, un responsable sécuritaire a dit qu'il serait question de ce cessez-le-feu probable dans la réunion de sécurité du cabinet, dans la réunion de sécuritaire du cabinet qui a lieu en ce moment même du côté de Jérusalem. Et un autre responsable israélien a affirmé qu'il n'était pas question à ce stade de cesser le feu et que le démantèlement du Hezbollah était à la fois dans l'intérêt du Liban et dans l'intérêt d'Israël. Côté libanais, pour l'instant, la seule réaction que l'on a entendue, c'est un responsable libanais qui a parlé de signes positifs allant en direction du cessez-le-feu demandé hier lors de la réunion entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban à Washington avec Marco Rubio. On sait que depuis le début, Beyrouth tente de dissocier le dossier libanais du dossier iranien, malgré les demandes de la France de vouloir inclure le cessez-le-feu au Liban dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Difficile de savoir où l'on va ce soir. En tout cas, Yael Zamir s'est exprimé. Il a annoncé que 1700 terroristes du Hezbollah avaient été éliminés depuis le début de l'opération contre l'organisation terroriste libanaise. Il a affirmé aussi qu'hier, des plans avaient été validés pour la poursuite des combats contre le Hezbollah au sud Liban et contre le régime islamique en Iran. Ouais, des précisions importantes effectivement du chef d'état-major de Tsahal. Alors Christopher, en tout cas, toujours cette dure réalité, on le disait, qui veut que les populations du nord d'Israël subissent toujours les alertes et les salves du Hezbollah. Oui, avec au moins 40 roquettes qui ont été tirées depuis le début de cette journée selon un décompte arrêté par Tsahal à la mi-journée. Il y a eu d'autres tirs il y a encore quelques instants du côté d'Avivim, du côté de Kadida. Ce sont des localités proches de la frontière israélienne, voire sur la frontière israélienne. Avant cela, Kiryat Shmona, et en début de soirée tout à l'heure ici du côté de Nahariya, nous aussi nous avons dû nous abriter car les sirènes ont retenti, des roquettes ont été envoyées vers cette ville située à environ 5 km de la frontière israélo-libanaise. Ici à Nahariya, nous avons 30 secondes pour rejoindre les abris. Du côté de Tamra, c'est un peu plus au sud de Nahariya, à 5 km au sud de Nahariya, il y a eu une victime, un blessé léger, un homme de 61 ans touché par des éclats. À ce stade, c'est le seul blessé dans ces tirs de roquettes et de drones
effectuées par le Hezbollah sur les civils israéliens. D'après les informations de l'armée israélienne, ce sont plus de 100 roquettes et drones qui sont tirés chaque jour par les terroristes libanais. Et côté Liban, les opérations se poursuivent avec notamment des opérations du côté de Binjbel. On en parle depuis déjà plusieurs jours. La Casbah de Binjbel a été détruite. Les frappes israéliennes se poursuivent. Là encore, selon un communiqué de Tzahal, au moins 200 frappes ont visé les infrastructures du Hezbollah. Ouais, forte activité toujours de Tzahal. Merci beaucoup Christopher Berlet en direct de Nahariya, donc cette grande ville du nord d'Israël. On veut y voir plus clair avec nos invités ce soir que voici. Yaki Dayan, bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien consul israélien à Los Angeles. Jonathan Serrero, bienvenue Jonathan, analyste et reporter, et notre expert défense Mathias Inbar. Alors réunion, on le disait à l'instant avec Christopher, effectivement du cabinet de sécurité ce soir. Pourquoi est-ce que l'ordre du jour, c'est cette hypothèse d'un cessez-le-feu? Oui, le cabinet devrait débattre de cet éventuel cessez-le-feu. L'Iran essaye de faire le lien entre les deux fronts et veut montrer que c'est l'Iran qui a obtenu un cessez-le-feu au Liban. Israël, de son côté, essaye de montrer que ces deux fronts sont séparés et qu'il y a... les États-Unis veulent que Israël modère ses attaques et qu'il faut malgré tout séparer les fronts du point de vue d'Israël. Et donc le cabinet de sécurité, et il faut d'ores et déjà dire que les Américains ont déjà décidé qu'Israël pouvait agir dans le sud du Liban, mais plus à Beyrouth. Beyrouth, c'est interdit pour les Israéliens. Et je pense que ce dont débattra le cabinet, c'est à quel point va-t-on s'arrêter. Le fait qu'on parle d'un cessez-le-feu aujourd'hui ne signifie pas qu'il aura lieu aujourd'hui. Je pense qu'Israël va clarifier auprès des États-Unis quel est son point pour arrêter les combats. Par exemple, le fleuve Litani pour empêcher une incursion des forces radouanes et des tirs de missiles anti-chars. Et aussi, le cabinet va voir comment Tzahal peut se déployer pour protéger les forces israéliennes. Et donc, Israël va dire aux États-Unis combien il faut nécessairement pour pouvoir mettre en œuvre un cessez-le-feu. Ça n'est pas immédiatement, ce sera une affaire de quelques jours. Alors c'est ça, Mathias Inbar, distinguer l'Iran du dossier iranien du dossier libanais, distinguer au sein même du Liban, Beyrouth du sud Liban. Est-ce que tout ça, cette idée de cessez-le-feu, c'est le fruit de pression américaine, elle-même fruit de l'intransigeance iranienne? Mais bien sûr, mais ce qui me dérange et ce qui me gêne énormément ce soir, David, peu importe quelle est la stratégie américaine, un leurre ou une tactique, ou vous appelez ça comme vous voulez. À un moment, il y a des intérêts israéliens qu'il faut mettre en avant. Et je veux bien que la diplomatie, aujourd'hui, ait changé de fusible, puisqu'on parle d'une diplomatie nouvelle qui est au service des résultats obtenus sur le terrain. Si on considère que c'est ça la nouvelle diplomatie, alors les États-Unis se trompent. Parce que l'Iran a perdu cette guerre militaire. On peut le dire dans n'importe quelle langue qu'on veut. Au niveau militaire, l'Iran a perdu. Aujourd'hui, faire plaisir à des gardiens de la révolution en costume, c'est donner un prix au terrorisme. Parce que le terrorisme se manifeste sous la forme de missiles, il se manifeste aussi sous la forme de terrorisme psychologique. Et ce que font les Iraniens ce soir, c'est du terrorisme psychologique, lié les deux scènes, parce que l'Iran n'en peut plus, n'arrive plus à respirer, il n'y a plus d'économie, et le Hezbollah est sur la pente descendante parce qu'il recule. Et ça s'appelle de la terreur psychologique. Et ça, c'est assez clair, Jonathan. Cessez-le-feu au stade actuel, ça fait les affaires du Hezbollah beaucoup plus que d'Israël, tout comme l'Iran d'ailleurs, militairement battu, comme on a dit, mais qui profite du cessez-le-feu pour se reconstruire. Écoutez, David, je ne savais pas que les autorités libanaises avaient réussi à trouver un mécanisme pour désarmer le Hezbollah, puisque c'était l'une des conditions sine qua non discutées pas plus tard qu'hier du côté de Washington. Et je ne savais pas qu'Israël avait reçu en retour des garanties de la part des autorités libanaises. Je pense, au regard des informations qui nous sommes parvenues depuis le début de cette journée, je pense que les autorités libanaises et le Hezbollah jouent le même jeu, à savoir l'écran de fumée, la guerre psychologique, la guerre des informations relayée en collaboration avec les agences de presse, que ce soit AP, que ce soit Reuters, que ce soit les médias arabes, pour presser Israël à imposer un cessez-le-feu. Maintenant, parlons du cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Celui de novembre 2024? OK.
les membres du cabinet ministériel et du cabinet de sécurité seraient prêts à accepter un cessez-le-feu en mode novembre 2024 avec une liberté d'action de Tsahal contre le Hezbollah, car on sait que le Hezbollah ne respectera pas le cessez-le-feu. Et je pense que la stratégie de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, c'est peut-être d'attendre l'erreur des Iraniens et d'attendre l'erreur du Hezbollah pour pouvoir frapper. Et c'est le sens de ce qui se passe aujourd'hui en coulisses avec la diplomatie en marche, puisque les monarchies du Golfe pressent aussi l'Iran à accepter les conditions américaines. Et un autre point, David, très court, c'est de pouvoir couper le lien entre l'Iran et le Hezbollah, un lien surtout financier. Et on y reviendra. En tout cas, vous faites plus confiance à Donald Trump en termes de lucidité face à l'Iran et au Liban que Mathias. En tout cas, Mathias, attendez, sous seigneur tout honneur, hier, vous aviez raison. Vous nous disiez que, attention, cette accalmie des tirs de roquettes, c'était un leurre. Mais aujourd'hui, c'est vérifié avec ces dizaines de tirs de roquettes, donc vigilance. C'est pas que je dénote pas de ce que disait Jonathan. Je dis simplement que au niveau du terrain, faire un lien ce soir entre le Hezbollah et l'Iran, et ce n'est pas Yaki qui va me contredire au niveau de diplomatie, c'est donner un prix à l'Iran, même si c'est tactique. Effectivement, la prime à l'Iran. Vous restez avec nous tous les trois. Alors, qu'en pensent les habitants importants du nord de la Galilée, concernés pour qui le cauchemar des agressions et des alertes se poursuit depuis maintenant de longues semaines? Nous sommes en ligne avec Shana Dayan. Bonsoir et merci à vous, habitante de Nahariya. Et on parle d'un éventuel cessez-le-feu ce soir. Est-ce que vous y êtes favorable, d'abord en l'état actuel de la situation sur le terrain? Alors, déjà, il faut savoir qu'à Nahariya, on ne nous parle pas officiellement d'un cessez-le-feu. On trouve ça sur les réseaux, sur les journaux, etc. Mais on ne parle pas officiellement de cessez-le-feu. La seule chose qu'on a eu un avertissement de rentrer à la maison parce qu'il risque d'avoir des tirs nourris sur la ville de Nahariya. Donc, on nous a demandé de rentrer à la maison. Mais on n'a pas eu officiellement une annonce officielle sur un cessez-le-feu au Liban. Ouais, aucune annonce officielle, puisque d'ailleurs le cabinet de sécurité se réunit en ce moment même pour en parler. Alors certains habitants, effectivement, ont peur d'être un petit peu les victimes de la paix, la fausse paix, puisqu'on sait que le Hezbollah n'a toujours pas désarmé, loin de là. Est-ce que vous pensez que c'est surtout justement le Hezbollah qui gagnerait cette éventuelle trêve? Oui. Oui, parce que du coup, ça sera le calme pendant combien de temps? Et cette paix avec le Liban, est-ce que ça nous garantit que demain, le Hezbollah arrêterait de nous tirer dessus? Est-ce que demain, si le cessez-le-feu est annoncé ce soir, est-ce que demain, on peut ramener nos enfants à l'école tranquillement? C'est une vraie question. Et pour combien de temps? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que le gouvernement va dire à tous ces citoyens du Nord? Aujourd'hui, on a eu des Hazakot le matin, l'après-midi. Et on risque d'en avoir ce soir, en fait. Demain, qu'est-ce qu'on va nous dire pour pouvoir remettre les enfants en toute tranquillité à l'école? Parce que vous voyez bien, les citoyens du Nord, on est fatigués de cette situation. Ça fait 1 mois et demi que les enfants sont à la maison, qu'on a des alertes en permanence, qu'on doit courir vers les mamades. Encore une fois, on a 30 secondes. C'est ça, on voit les images. On voit les images très spectaculaires. Voilà, ce délai très court, ces images spectaculaires. Quelques secondes. Bien sûr. En 2 mots, vous seriez prête à subir encore un moment ces attaques jusqu'à une victoire complète, qu'on en finisse? C'est votre message ce soir? C'est plus compliqué que ça. Mais c'est plus compliqué parce que c'est sûr qu'on a envie de retourner à notre routine, de voir nos enfants s'épanouir et courir dans les parcs et avoir une vie normale. Mais d'un côté, on a envie que ça continue pour être tranquille pour de longues années. Ouais, eh bien, vous souhaitons du courage et voilà tout le peuple d'Israël qui vous soutient psychologiquement dans cette épreuve des alertes quotidiennes et incessantes. Merci beaucoup, Shana Dayan, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Allez, ouvrons le dossier iranien. Donald Trump, fidèle à lui-même, difficile de savoir où veut en venir le président américain qui sous-entend des avancées majeures dans les négociations, mais qui envoie des renforts militaires, toujours dans la région. Stratégie du bluff ou pas? Écoutons d'abord le chef de la Maison-Blanche, c'était hier soir chez Fox News. J'ai dû dévier de ma trajectoire, parce que si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui l'Iran disposerait d'une arme nucléaire. Et s'ils avaient une arme nucléaire, vous seriez en train d'appeler tout le monde là-bas, monsieur. Et vous ne voulez pas en arriver là. Je pense qu'elle est proche de sa fin, oui. Je la considère comme étant très proche de sa fin. Vous savez quoi ? Si je me retirais maintenant, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire ce pays. Et nous n'avons pas encore terminé.
Nous verrons ce qui se passe. Je pense qu'ils veulent conclure un accord et très rapidement. Évidemment, dans cet entre-deux militaire et diplomatique, des tensions, des pressions et des rumeurs. On va tenter de se repérer au milieu de ce tourbillon d'informations parfois contradictoires. Merci de nous aider ce soir, Océane Nicole. Bonsoir, Océane. Un point sur les toutes dernières déclarations, parce qu'on comprend que l'Iran n'entend céder sur rien officiellement. Beaucoup d'incertitudes quant à une prolongation ou pas du cessez-le-feu avec l'Iran. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, à en croire les médias américains, eh bien, apparemment, les États-Unis et l'Iran se seraient mis d'accord pour prolonger donc cette date de cessez-le-feu, une prolongation de 2 semaines, alors que normalement le cessez-le-feu est censé se terminer la semaine prochaine, le 22 avril. Attention, notez que ce sont selon des médias américains et ce n'a pas été confirmé ni par Washington ni par Téhéran. Donc, à prendre avec des pincettes, évidemment, David. Il y a en tout cas J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui assure que Washington a proposé un message clair à Téhéran, ce sont ces mots, que l'Iran renonce à l'arme nucléaire en échange d'une prospérité économique. Mais dans le même temps, il y a toujours le CENTCOM qui assure que le blocus maritime sur le détroit d'Ormuz qui a été imposé lundi à 17h fonctionne toujours et il y a une véritable suprématie maritime des États-Unis ici au Moyen-Orient. De côté de l'Iran, on a aussi des déclarations qui veulent un peu dire tout et son contraire, puisque d'un côté, il y a l'Iran qui réaffirme son droit incontestable, je cite, à l'enrichissement du nucléaire, mais d'un côté, il se dit aussi fiable et voué à la négociation. L'Iran qui assure également de menacer de bloquer le trafic maritime 7 fois dans la mer Rouge, justement pour contrer le blocus mis en place par les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. Et puis, vous l'avez dit, pour l'Iran, ces négociations, il conditionne l'avancée de ces négociations qui vont donc commencer demain, ce round 2 au Pakistan, il le conditionne à un cessez-le-feu au Liban. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de points de discorde entre Téhéran et Washington, que ce soit évidemment le nucléaire, les sanctions américaines également, les compensations financières de cette guerre ou encore évidemment ce cessez-le-feu au Liban. En tout cas, on a entendu juste avant un Donald Trump extrêmement optimiste qui lui pense que finalement la fin est très proche. Ouais, optimiste justifié ou pas, parce que c'est vrai que cette annonce du blocus naval levé tout à l'heure par Donald Trump, ça donne de l'optimisme à certains, mais en tout cas dans les faits, chacun se prépare, on le voit bien, à une reprise quand même des combats. Tout à fait, puisque dans le même temps, Donald Trump dit que la fin est proche, mais il a même dit dans cette interview, je cite, les États-Unis pourraient détruire tous les ponts et centrales électriques iraniens en 1 heure. Donc une déclaration à la Donald Trump, finalement. Donald Trump qui a aussi prévu d'envoyer de nouveaux renforts ici au Moyen-Orient, des forces militaires, notamment 10 000 soldats supplémentaires ici, des soldats américains évidemment ici au Moyen-Orient, ainsi qu'un porte-avions américain. Donc prudence évidemment. Et du côté de l'Iran, selon des images satellites qui auraient été récupérées par CNN, on voit des reconstructions. L'Iran qui commence déjà à reconstruire dans ces villes-missiles, les villes où il y avait donc énormément de missiles, de lance-roquettes, lance-missiles, etc. Donc Téhéran, de son côté, se prépare aussi peut-être à l'après. Donc évidemment, à la veille de ces négociations, on préfère rester prudent donc à l'avancée réelle de ces pourparlers entre Washington et Téhéran. La prudence de mise. Merci beaucoup, Océane. On vous retrouve dans quelques instants. Yaki Dayan, commentaire, parce que c'est vrai qu'il y a encore plus de Marines apparemment qui sont envoyés en direction du Moyen-Orient par les États-Unis. Est-ce que vous dites coup de pression ou alors bis repetita, c'est-à-dire que Trump est en train de gagner du temps quelque part avec ce cessez-le-feu pour quelque part encore plus masser des troupes? Trump a très peu envie de reprendre la guerre, les prix du pétrole, les élections qui s'approchent des États-Unis, la Coupe du Monde de football. C'est pourquoi il a décidé de mettre en place un blocus maritime. C'est en fait une sorte de jeu d'échecs face aux Iraniens. Il a fait du détroit d'Ormuz, chaque jour des millions de dollars perdus par l'économie américaine. C'est-à-dire que si on a un blocus de plus de 2 semaines, les Iraniens ne pourront plus puiser de pétrole. C'est un coup de pression incroyable du point de vue des Iraniens. Et on voit que cela fonctionne parce que les Iraniens sont prêts à être plus flexibles dans les négociations. Ils parlent de cesser l'enrichissement pour 5 ans, de l'uranium. Donc il y a une avancée vers un accord cadre qui sera acceptable à
à la fois pour Téhéran et pour Washington. La question, c'est est-ce que Trump sera prêt à continuer le blocus même s'il y a un accord cadre? C'est-à-dire que s'il lève le blocus, nous aurons un gros problème parce qu'il y aura un accord plus large et on se souvient de cet accord. Voilà, on sait que dans l'accord, il y avait l'accord de cessez-le-feu où le Hamas devait déposer les armes et nous l'attendons encore. Et alors, il y aura encore des pourparlers et en permanence, il y a aussi des pourparlers en coulisses. C'est-à-dire que même si on parvient à un accord cadre et pas un accord sur tous les points, Trump doit poursuivre le blocus. S'il poursuit le blocus, c'est cela qui peut briser en fin de compte le régime iranien. Donc vous dites la carte Hormuz, quelque part plus efficace face à l'Iran que la carte militaire. Israël dans tout ça, Israël qui assiste à ces pourparlers, à peut-être cette prolongation du cessez-le-feu, est-ce que tout ça, ça fait vraiment les affaires d'Israël, vous dites aujourd'hui? Il ne fait aucun doute que l'intérêt israélien suprême serait que le régime tombe. C'est-à-dire que tant que le régime est en place, on ne sait pas ce qu'il va faire pour essayer d'obtenir l'arme nucléaire, pour développer des missiles balistiques. Mais il fallait se souvenir que c'était Israël qui était censé agir seul en juin au départ. Et en fin de compte, on a mené cette opération avec les Américains et les résultats sont exceptionnels. Le fait est que Trump dit qu'il n'acceptera pas un accord où il n'y aura pas la fin du programme nucléaire. Alors, c'est quelque chose qui ajoute sur les succès, au succès militaire. Bien sûr, du point de vue d'Israël, il serait préférable que le blocus du détroit d'Ormuz dure plusieurs mois. C'est cela qui pourrait faire chuter le régime iranien. Mais s'il y a un accord, il est important d'extraire l'uranium enrichi et l'interdiction d'enrichir pendant une longue période. Donc le nucléaire toujours au cœur des enjeux pour les Américains. Jonathan, votre impression, parce qu'on voit que c'est toujours aussi difficile de lire la stratégie de Donald Trump. Est-ce qu'on peut se dire quelque part qu'il est, pour la énième fois, peut-être en train d'endormir encore une fois les Iraniens? Il est en train de les étrangler. Et un étranglement assez lent, puisque avec la décision de bloquer le détroit d'Ormuz, comme l'a dit Yaki, c'est 13 milliards de dollars en moins par mois dans les caisses de l'État iranien. Massoud Pezeshkian, le président iranien qui a piqué une colère auprès de ses collaborateurs lors de la dernière réunion, selon certaines informations, au sortir du dernier round de discussion, en raison de l'absence d'accord. Aujourd'hui, les caisses de l'Iran sont totalement vides. Et j'aimerais ajouter que si on parvient à un accord global, et comme l'a dit Yaki, il faut parvenir à un accord global avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que lors de la prochaine réunion du côté d'Islamabad, il faut que Donald Trump se déplace en personne. Il faut que le président iranien Massoud Pezeshkian se déplace en personne et parvienne à s'entendre, à discuter et à s'entendre. Car aujourd'hui, il y a certes de bonnes personnes, mais je pense les mauvaises personnes. Et il faut exiger aussi de voir l'Iran couper son lien avec ses différents proxys. Et si c'est l'accord qui est signé, alors nous pourrions accepter un cessez-le-feu, une trêve du côté du Liban, puisque la République islamique arrêtera de financer le Hezbollah, et le Hezbollah se retrouvera sans le sou. Bien évidemment, c'est de la diplomatie. Ouais. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Alors, tout est lié, effectivement. D'ailleurs, Mathias, quand Trump nous répète, les États-Unis pourraient détruire tous les ponts et toutes les centrales électriques iraniennes en 1 heure, vrai, faux? Parce qu'il le répète, c'est un coup de pression, encore une fois. Oui, faudrait-il encore qu'il le fasse, parce qu'il l'a répété 4 fois déjà. Bien évidemment que techniquement et au niveau des renseignements, les armées américaines et israéliennes sont largement capables, même en moins qu'1 heure, puisque la banque de cibles a été réactivée depuis quelques jours et a été modernisée de telle manière à ce qu'à partir du moment où et si l'ordre est donné, bien évidemment que techniquement et au niveau des renseignements, c'est faisable. Maintenant, j'aimerais juste, permettez-moi de sourire, je suis cynique. Comment voulez-vous que l'Iran, qui a bâti son empire, et notamment les forces Al-Quds, sur une araignée, on l'appelle l'araignée dans les renseignements, puisque l'Iran a étendu sa toile pour gérer un arc de cercle qui part de l'Iran, Yémen, Irak, Syrie, Liban.
ça entoure Israël. C'était ça, le vieux pieux de Qassem Soleimani. La raison d'être, quelque part. La raison d'être, et le Qassem Soleimani, c'est comme ça qu'il a étendu sa toile d'araignée avant d'être éliminé par l'armée américaine. Aujourd'hui, dire et espérer que l'Iran cesse de financer les proxys, c'est comme si je vous disais, demain, vous savez quoi, David, donnez-moi les clés de votre voiture, de votre appartement, votre numéro de compte en banque, et surtout, avec le sourire, s'il vous plaît. Ça ne peut pas exister. Il n'est pas comme ça, Jonathan. Juste pour aller dans le sens de Mathiat, dans l'esprit des Iraniens, accepter des concessions sur les négociations, négocier, c'est un aveu de faiblesse déjà. Dans l'esprit des Iraniens. Ça compte beaucoup dans la région. Allez, toujours le dossier iranien, mais sous l'angle cette fois de la rivalité qui oppose les deux superpuissances. Symétrie pour certains entre le soutien américain à Israël et celui de la Chine envers l'Iran. Et on vous retrouve, Océane Nicole. Océane, on a souvent eu l'occasion d'évoquer certains domaines de coopération entre Pékin et Téhéran. Et si les yeux de l'Iran étaient chinois, parce qu'on parle de ces satellites chinois qui aident énormément, apparemment, les gardiens de la révolution aujourd'hui. Tout à fait, il s'agit d'un satellite espion chinois et en effet, il a énormément aidé l'Iran dans cette guerre qui a donc commencé le 28 février dernier. Son nom, c'est le TEE-01B et ce satellite espion, eh bien, il a été acheté par Téhéran à Pékin à la fin de 2024, acheté mais de manière très discrète, voire même secrète. Et concrètement, eh bien, à quoi il sert ? Eh bien, il a servi à surveiller les bases américaines, et il surveille d'ailleurs toujours les bases américaines au Moyen-Orient, que ce soit en Arabie Saoudite, en Jordanie, à Bahreïn, Irak ou encore au Koweït. Et il a en effet donné des informations cruciales à Téhéran, puisque ce satellite, eh bien, il a livré des images. Ce satellite, il a livré donc des images, des photos, des coordonnées, des analyses de trajectoire, même sur donc les bases américaines, et ce quelques heures, quelques minutes même avant qu'un missile ou qu'un drone soit lancé sur ces bases américaines, lancées évidemment par l'Iran. On peut prendre l'exemple de la base aérienne de Prince Sultan, la base aérienne américaine évidemment en Arabie Saoudite. Il y a eu des photos prises par ce satellite chinois, donc qui est désormais aux mains de l'Iran, des photos qui ont été prises le 13, 14 et 15 mars. Or, eh bien, le 14 mars, eh bien, Donald Trump a avoué et a affirmé que eh bien, des avions américains avaient été endommagés lors d'une frappe attribuée donc à l'Iran. Donc ça a été énormément ça a aidé énormément l'Iran. À noter qu'il y a eu une réaction de cette entreprise chinoise qui assure, je cite, que ce satellite est destiné à des applications dans les domaines de l'agriculture, de la surveillance océanique et de la gestion des urgences des ressources naturelles. Évidemment, ça nous fait sourire, difficile de les croire. Ouais, frontière très mince entre agriculture et défense océane. En tout cas, en soutenant autant le régime, quand même, la Chine joue peut-être à un jeu périlleux aujourd'hui. Tout à fait, parce que là, elle s'affiche clairement aux côtés de l'Iran, ce qui n'est pas une surprise. Or, on sait bien que Pékin a aussi des sanctions imposées par Washington. À noter que l'Iran a aussi obtenu l'accès de stations terrestres commerciales exploitées donc par ce fournisseur, et ça leur donne évidemment des données, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi en Amérique latine. Selon des experts, eh bien, ça fait un bond significatif dans les capacités de renseignement de l'Iran. Et puis évidemment, ce partenariat, donc ce lien, cette alliance entre Pékin et Téhéran, eh bien, ça a un côté tactique, puisque ça améliore, on l'a vu, la capacité de renseignement et donc un petit peu les capacités militaires de l'Iran. Il y a aussi ce lien géostratégique, puisque évidemment, il aide l'Iran à compenser ses vulnérabilités face aux sanctions imposées par Washington et d'autres pays. Et puis, il y a évidemment sur le point géopolitique, où finalement Pékin s'impose, entre dans la guerre sans vraiment s'opposer directement aux États-Unis. La bataille à distance toujours, pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup, Océane Nicole. Et 3 questions ce soir pour aller plus loin. Une experte en relations Chine-Israël et Chine-Moyen-Orient qui nous rejoint. Caris Witty, bonsoir et merci à vous. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Signal Group. Alors concernant d'abord ce satellite chinois, est-ce que l'on parle, d'après vous, d'une coopération volontaire, voire assumée de la part des Chinois, ou bien plutôt d'un usage détourné par les Iraniens, comme d'ailleurs l'article du Financial Times sous-entend que ça pourrait faire partie des hypothèses? Il est impossible de le savoir. On ne peut pas savoir ce qui se passe en coulisses, mais les Chinois s'attendraient, en fournissant des capacités satellitaires à l'Iran, les Chinois savent ce à quoi les Iraniens pourraient l'utiliser. Et ils savent très bien qu'il y a eu une guerre l'année dernière et qu'il y a
un conflit dans le cadre duquel l'Iran a essayé de reconstruire sa capacité de missiles balistiques entre juin et aujourd'hui. Donc, c'est un facteur important pour préserver les relations de la Chine avec les États-Unis et sa statut sur la scène internationale. Donc, les Chinois peuvent présenter ce satellite comme une solution générale pour l'agriculture ou d'autres, mais les Chinois sont loin d'être naïfs et ils savent très bien que les Iraniens pouvaient utiliser ce satellite pour des raisons de défense. Effectivement. Et plus globalement, ces liens aujourd'hui entre l'Iran et la Chine, vous les voyez comme un partenariat ou une alliance stratégique ou plutôt comme un simple opportunisme mutuel, c'est-à-dire des intérêts communs ponctuels, conjoncturels face aux États-Unis? Ils ont un partenariat stratégique global, ce qui signifie du point de vue de la Chine qu'ils doivent travailler ensemble pour des objectifs communs. Ce n'est pas une alliance, c'est quelque chose de très pratique. L'accord qui a été signé il y a quelques années, c'était pour 25 ans et pour des investissements de plusieurs milliards de dollars en Iran. Et la relation entre l'Iran et la Chine est source de frustration pour les deux pays parce que les Chinois est presque leur seul acheteur de pétrole et donc les bas prix du pétrole sont frustrants pour les Iraniens et les Chinois trouvent qu'il y a pas assez d'appréciation en Iran pour leur aide. Donc ce n'est pas le grand amour entre les deux pays, mais il y a des intérêts mutuels qui sont surtout leur opposition aux États-Unis et pour les Iraniens, l'opposition à Israël. Et la Chine est prête à soutenir cette opposition à Israël. Tout dépend, bien sûr, des intérêts chinois. Donc une forme de pragmatisme. Pour conclure, est-ce que cette présence plus ou moins discrète, on le voit, de la Chine au Moyen-Orient aujourd'hui, elle dilue quelque peu l'influence américaine dans la région? C'est-à-dire un rééquilibrage peut-être lent, silencieux, mais réel? C'est une question très intéressante. Je ne dirais pas qu'il y a un rééquilibrage, mais je dirais que la Chine est un acteur unique, très différent des États-Unis, qui ne travaille pas directement avec les pays du Proche-Orient, qui n'essaie pas vraiment d'investir dans les différents pays, les décisions des différents pays dans cette région du monde. La Chine achète 90% du pétrole iranien et donc peut donner des ordres. Mais ça n'est pas en général la manière d'agir des Chinois. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est faire avancer leurs intérêts en manipulant l'environnement pour mener à des décisions qui seront bénéfiques aux intérêts chinois. Donc, on ne peut pas dire qu'ils rééquilibrent, mais ils sont un acteur de plus en plus présent au Proche-Orient et sur la scène mondiale. Mais ils sont très différents des États-Unis, à tel point que c'est quelque chose de problématique et que parfois les États-Unis et l'Occident ont du mal à savoir comment approcher cette entrée de la Chine. Il est difficile effectivement de cerner donc ce contrepoids chinois. Merci beaucoup à vous, Karin Sweety, d'avoir été avec nous pour les 3 questions ce soir. Eh bien, Donald Trump lui-même a évoqué cette question chinoise. Il a même révélé des échanges avec son alter ego Xi Jinping. Écoutez. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Il vient de m'écrire une très belle lettre. Il vous a écrit une lettre? Oui, il a répondu à ma propre lettre car j'ai entendu dire que la Chine donne des armes à l'Iran. A-t-il dit lui-même qu'il les donnait? Je lui ai écrit une lettre lui demandant de ne pas le faire et il m'a répondu qu'il ne le fera pas.
Et la Chine, quoi qu'il en soit, au cœur des préoccupations stratégiques, on le voit bien, américaines, Jonathan Serrero. Une date à cocher, Jonathan, quand on parle de la Chine. Le 14 mai prochain, à Pékin, sommet Xi Jinping, Donald Trump. Et vous comprenez pourquoi Donald Trump veut aboutir à un accord avec l'Iran avant ce sommet avec Xi Jinping, le président chinois du 14 et 15 mai prochain. Donald Trump entend arriver en position de force devant le président chinois et signer avec lui un accord commercial global, notamment position de force dans l'esprit de Donald Trump, cela veut dire arriver avec le pétrole vénézuélien, contrôle du pétrole vénézuélien depuis l'arrestation de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, et aussi le pétrole iranien, puisqu'on le sait, et on l'a dit, 80% des exportations de pétrole, la Chine est le premier client iranien. Donc, ces deux données sont importantes et seront incluses dans le futur accord possible entre les États-Unis et l'Iran concernant la question pétrolière. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a indiqué avoir ouvert le détroit d'Ormuz, notamment aux bateaux chinois, en vue de cet accord commercial qui aussi aura attrait à toutes les questions liées à l'intelligence artificielle et toutes les questions aussi aux puces électroniques. Cela sera l'une des questions centrales du futur éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Et c'est le but de Donald Trump. Voilà, incroyable de voir comme tout s'imbrique effectivement à tous les niveaux économiques, stratégiques. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Alors Israël, l'Iran, les États-Unis, la Chine et l'Europe dans tout cela, eh bien, ce sera le parti pris de cette édition. Un point commun parmi d'autres aux Israéliens et aux opposants iraniens. Ils souffrent en silence en écoutant une partie de la presse en Occident critiquer en continu quasiment les actions récentes d'Israël et des États-Unis face au régime et à ses proxys et oublier trop souvent les crimes, les décennies de brutalité et la logique fondamentaliste de Téhéran. Un régime devenu victime, l'agresseur devenu agressé. Alors comment en sommes-nous arrivés là? On a le plaisir d'accueillir Noémie Aniwa. Bonsoir Noémie, journaliste et essayiste qu'on connaît bien. Bonsoir David, bonsoir à tous. On a le plaisir de vous accueillir. On a vu récemment, on vous a vu brillamment récemment aux prises justement dans cette arène médiatique avec ce type de narratif quelque part déséquilibré. Alors ok pour éviter le manichéisme, mais quand même, comment on explique cette facilité chez certains à inverser les responsabilités tout simplement? Écoutez David, je crois qu'il y a une cristallisation aussi autour de la figure de Donald Trump qui, il faut le dire, est assez clivante. Il y a une sorte de fixation sur la figure de Donald Trump qui représente les États-Unis, qui représente les intérêts des Américains et des Israéliens dans la région. Et certaines personnes ont fait de cette guerre avec l'Iran une sorte de référendum pour ou contre Donald Trump. Et vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de commentateurs pour qui Donald Trump c'est le diable, qui aimeraient bien que le diable se casse la figure. Et donc, je crois que c'est autour de la figure de Donald Trump que tout se joue. Et il y a aussi, vous l'avez bien expliqué, cette sorte de relativisme qui ne voit pas qu'au fond, les Occidentaux ont des points communs, ils ont un logiciel en commun et que ça en fait de facto des alliés. Même si les intérêts des Américains, des Israéliens, des Européens ne sont pas les mêmes sur cette question, et je crois que c'est important parfois de rappeler des choses qui sont de l'ordre du bon sens, à savoir encore une fois que quand on est un occidental, on a malgré tout plus en commun qu'avec ce régime islamique d'Iran qui massacre son peuple et qui déstabilise la région. Ouais, et un logiciel, comme vous le dites, un logiciel, ça se met à jour de temps en temps. Il y a une peur, Noémie, de dénoncer aussi peut-être au passage l'islamiste, peur de souhaiter la libération du peuple iranien et du monde de ce régime, peur de critiquer Téhéran, peur qui contraste d'ailleurs avec la facilité, comme vous le dites, le plaisir à critiquer Donald Trump, par exemple. Oui, vous savez que c'est d'ailleurs Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, et le journaliste franco-iranien Emmanuel Razavi qui ont publié un rapport pour montrer à quel point la France, l'Europe étaient infiltrées par le régime islamique d'Iran. Donc bien sûr qu'il y a aussi en France des peurs qu'il y ait une importation de ce conflit, des peurs d'attentats terroristes, des peurs au fond que cette guerre qui est assez loin d'ici actuellement dégénère sur le sol français. Donc, il y a cette peur-là et effectivement, ce logiciel islamique qui peu à peu ferme des bouches. Et j'ai en tête aussi ce très beau mot, vous savez, du géopolitologue Alexandre Delval. Il parle des coupeurs de tête qui vont avec les coupeurs de langue. Les coupeurs de langue, ce sont ceux justement qui intimident les personnes pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de critiques de l'islamisme, au fond que les gens aient peur de dénoncer ce qui doit être dénoncé parce qu'ils ont peur pour leur propre vie, ils ont peur d'être dénoncés, d'être menacés dans leur quotidien.
Et on voit peu à peu, bien sûr, cette frayeur qui s'installe en France, qui malheureusement, malgré tous les attentats islamistes qui ont eu lieu en France, ça n'a pas permis de faire émerger une parole libre de critiquer ce danger qui est en train de gangréner la France et l'Europe. Ouais, et tout ça, ça nuit au final évidemment à la qualité de l'information. Merci beaucoup Noémie Aliwa pour ce parti pris ce soir en direct de Paris. Allez, il est temps de rouvrir notre dossier de la semaine. Dossier consacré, on le rappelle, aux tourments causés par l'Iran ces dernières semaines aux monarchies du Golfe. On parlait hier des Saoudiens et des Émiratis. Changement de décor ce soir. Ils pensaient que leur diplomatie, leur énergie ou même leurs alliances les protégeraient. Mais depuis le 28 février dernier, le Qatar, Bahreïn et le Koweït ont basculé dans une nouvelle réalité, celle de la guerre directe, visée par des vagues de drones et de missiles iraniens. Ces trois micro-États voient leur stratégie aujourd'hui de survie voler en éclats. Alors comment s'adaptent-ils aujourd'hui alors que le ciel du Golfe s'embrase? Enquête sur un basculement historique, c'est avec Mathieu Winding. À Doha, le mythe de l'invulnérabilité a vacillé. Longtemps considéré comme le médiateur intouchable, le Qatar a été frappé au cœur de sa puissance, ses infrastructures gazières. Les récentes attaques ont endommagé des gisements majeurs, forçant Qatar Energy à annoncer des années de réparation. Pour l'Émirat qui abrite la base américaine d'Al Udeid, le choc est total. Doha tente désespérément de maintenir un canal de discussion avec Téhéran, mais la neutralité est devenue un luxe impossible. Le Qatar doit désormais choisir, rester l'arbitre ou devenir un bastion protégé par les batteries antiaériennes occidentales. À Manama, on ne parle plus de diplomatie, mais de défense territoriale. Siège de la 5e flotte américaine, Bahreïn est la cible la plus exposée. Ici, les débris de drones iraniens tombent désormais sur des zones résidentielles, faisant des victimes civiles. Pour la monarchie, la menace iranienne n'est plus un concept, c'est une réalité quotidienne. L'archipel a épuisé une grande partie de ses stocks de missiles patriotes pour protéger son territoire et sa raffinerie de pétrole de Sitra. Pour Bahreïn, l'heure est au renforcement massif du bouclier sécuritaire avec Riyad et Washington. Voilà, on s'interrompt au direct sur i24 News. Tout de suite, c'est le porte-parole de Tsahal qui prend la parole. On écoute Effi Defrin. צה"ל ערוך היטב בהגנה. אנחנו ערוכים לחזור לתקוף באופן עוצמתי, במהירות, במידה ונידרש לכך. אתמול הודענו על נפילתו של רב סמל מתקדם במילואים, אייל אוריאל ביאנקו, בן 30 מקצרין, מגדוד 53 בחטיבה 188. Du bataillon 53, que sa mémoire soit bénie. Eyal est tombé dans les combats au sud du Liban en défendant l'État d'Israël. J'aimerais adresser mes condoléances à sa famille. Nous sommes aux côtés de sa famille et nous continuons à l'accompagner dans ces moments difficiles. J'aimerais aussi souhaiter un complet rétablissement à tous les blessés et renforcer leur famille. J'aimerais vous parler de nos activités au Liban. Il y a deux efforts qui sont parallèles. Le premier, c'est une opération terrestre. Il y a 5 divisions qui sont là avec des appuis de feu de l'armée de l'air, avec des centaines de raids aériens à quelques mètres des opérations, et il y a aussi des interceptions en temps réel. Nous avons élargi cette manœuvre terrestre avec l'encerclement par la division 98 de Bin Jbel, un des bastions les plus importants du Hezbollah dans le sud Liban. C'est cette ville qui surplombe Avivim, et au cours des combats, les combattants de la brigade Givati ont mené à la reddition de terroristes de la force Redouane. Plus nous avançons, plus nous voyons un ennemi faible qui part en retraite. Et le chef d'état-major était aujourd'hui dans le sud du Liban avec les combattants de la division 162. Le chef d'état-major a donné l'ordre que tout le territoire jusqu'au Litanie sera un territoire interdit pour les terroristes du Hezbollah. Il s'agit aussi de réduire le tir de roquettes vers Israël. Avec les services de renseignement, l'armée de l'air a continué à s'en prendre aux capacités de lancement de roquettes. Nous continuons à suivre les résultats de l'opération de la semaine dernière.
plus de 255 terroristes et commandants du Hezbollah ont été éliminés. Les services de renseignement ont trouvé les cachettes du Hezbollah au cœur de la population civile et l'armée de l'air les a ciblés avec précision. Les terroristes du Hezbollah pensaient qu'ils pouvaient se cacher et bénéficier d'une immunité. Ça n'a pas été le cas. Nous continuons à les chercher partout où ils se trouvent. Il y a un soldat du bataillon 152 qui a été grièvement blessé. Les officiers qui ont été blessés au cours des dernières années de la guerre ont été blessés parce qu'ils étaient au devant de leurs hommes. C'est la doctrine de Tzahal et nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. En fin de compte, j'aimerais dire à titre personnel l'estime que j'ai pour les familles, pour les parents, pour les frères, les sœurs, les conjoints, les conjointes et surtout les enfants des combattants. En tant que père, je sais que cette réalité, ce souci quotidien est difficile pour vous. Et nous vous rendons hommage, vous faites partie de la force dont disposent les combattants. Nous allons continuer à agir face à toutes les menaces pour défendre la sécurité d'Israël. Quant à moi, je serai là pour continuer à vous informer. Est-ce que... Voilà donc Efi Defrin, porte-parole de Tzahal ce soir, qui a rappelé la détermination de Tzahal à repousser donc la menace du Hezbollah au Liban. On va revenir à notre dossier de la semaine qui concerne, on le rappelle, le Qatar, Bahreïn et également le Koweït. Quelques questions pour un expert avec Simon Henderson qui nous rejoint en direct de Washington. Bonjour et merci à vous. Vous êtes directeur du programme de politique du Golfe et de l'énergie pour le Washington Institute. Est-ce qu'on a d'abord une idée de l'impact réel des frappes iraniennes récentes sur les infrastructures gazières stratégiques du Qatar et puis sur l'économie tout simplement de cet émirat? Est-ce que d'ailleurs cet émirat il est peut-être plus fragile, plus vulnérable qu'on ne le pensait avant la guerre? C'est une excellente question. Tous les pays du Golfe ont été assez réticents à détailler les dégâts des attaques iraniennes et le Qatar en fait partie. Ce qu'on sait sur le Qatar plus précisément, c'est que l'Iran a attaqué le gaz pétrole liquéfié, les sites de traitement et de production de ce gaz pétrole liquéfié qui est au nord-est de la péninsule du Qatar. Et on sait aussi, il me semble que c'est 15% de la production qui a été touchée. Et il est dans la nature de de liquéfier ce gaz pour pouvoir les transporter sur des tankers réfrigérés. Mais il faut beaucoup de temps pour créer ce qu'on appelle une chaîne de fabrication. C'est aussi quelque chose de très coûteux. Alors, je suppose, mais ça n'est pas je ne fais pas que deviner, je suppose qu'il y a au moins un ou deux trains de fabrication de gaz pétrole liquéfié qui ont été endommagés. Le Qatar en dispose d'une douzaine. Cela explique l'ampleur des dégâts et il faudrait 5 ans pour réparer ces dégâts. Donc un vrai coup dur. Et au vu justement de ces enjeux économiques et stratégiques pour ces pays, est-ce qu'on assiste, est-ce que c'est peut-être l'un des grands changements de cette guerre, à la naissance d'une sorte d'alliance, peut-être pas encore officielle, mais officieuse en effet, entre ces trois pays et d'ailleurs d'autres monarchies de la région et Israël? Il existe déjà une alliance entre les pays du Golfe et Israël, dans le sens où le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham. Mais il y a aussi des contacts non officiels entre tous les pays du Golfe. Alors, c'est parfois des accords qui sont plus ou moins publics, mais pour l'instant, les pays du Golfe essayent
d'évaluer la situation et est-ce que ils doivent continuer à se rapprocher des États-Unis ou est-ce que, en fin de compte, les États-Unis sont un obstacle pour eux à cause de l'antipathie qui existe entre l'Iran et les États-Unis? Et bien sûr, les pays du Golfe devront décider si une alliance avec Israël, qu'elle soit officielle ou non, est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer à leur défense ou au contraire faire peser un poids sur leur sécurité? Alors, le point de vue qu'ils avaient de moi n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui ou demain. L'heure des grands calculs pour ces pays, effectivement. Merci beaucoup à vous, Simon Henderson, d'avoir répondu à nos questions en direct de Washington donc, ce soir. Et on se replonge tout de suite dans le grand bain de l'actualité version accélérée. Voici l'info-chrono. Un œil sur l'Iran, l'autre sur le Liban et un troisième œil sur la bande de Gaza. Tsahal a confirmé avoir mené une frappe aérienne dans le centre du territoire. La cible, un véhicule du Hamas transportant des terroristes armés. D'après l'armée israélienne, ces derniers préparaient des attaques imminentes contre les forces déployées dans le secteur. Les médias palestiniens évoquent un bilan de 4 morts dans un véhicule de police du Hamas à Gaza City. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Le shekel israélien poursuit son envolée face au dollar. Il est passé aujourd'hui sous la barre des 3 shekels pour un billet vert, un seuil symbolique qui confirme la vigueur de l'économie israélienne et le contexte aussi géopolitique plus favorable. Le secteur high-tech reste attractif, les exportations sont robustes, notamment dans le secteur de la défense. À une semaine des festivités de l'indépendance, le Yom Ha'atzmaut, notez que la parade annuelle de l'aviation de Tsahal a été annulée pour la seconde année consécutive. Décision logique au vu des défis dans lesquels sont engagés les appareils justement de l'armée israélienne, toujours en alerte face à l'Iran. Enfin, quelle saison pour Deni Avdia? On parle de basket. La sensation israélienne en NBA, récemment sélectionnée pour le All-Star Game, vient de propulser son équipe en play-off. Performance incroyable hier soir, 41 points, 12 passes et 7 rebonds pour offrir la victoire à Portland face à Phoenix. Bravo, champion! Et on s'intéresse au bras de fer qui oppose ces jours-ci Donald Trump au pape Léon XIV, pape d'ailleurs américain. C'est avec vous, Chani Guidalia. Bonsoir, Chani. Vous êtes penché sur ce dossier intéressant qui passionne, d'ailleurs, c'est le cas de dire, l'Amérique. D'abord, que s'est-il passé entre Trump et Léon XIV? Alors, tout a commencé samedi quand le pape Léon XIV a prononcé une allocution où il a dénoncé tout d'abord l'idolâtrie du moi et de l'argent, où il a condamné les démonstrations de force et où il a lancé un appel direct aux dirigeants en disant: arrêtez, il est temps de faire la paix, mais on précise, il n'a pas cité explicitement ni des pays, ni des responsables politiques. Et la réaction, elle ne s'est pas fait attendre, puisque dimanche, Donald Trump a réagi. Il dit ne pas être un grand fan du pape Léon XIV, qu'il juge déjà très libéral. Tout de suite après, il a publié un post sur Truth Social où il a été avec des paroles assez virulentes. Tout d'abord, il a accusé le pape Léon XIV d'être faible sur les questions de sécurité. Il va plus loin encore, il lui a reproché une indulgence vis-à-vis du programme nucléaire iranien. Il a ajouté ensuite une dimension assez personnelle à son encontre où il a dit « Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis car je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu. » Et enfin, il a conclu en disant « Le pape devrait se ressaisir en tant que pape, faire preuve de bon sens, cesser de flatter l'extrême gauche et se concentrer sur son rôle de pape et non sur celui de politicien. » Tout de suite après, Donald Trump a publié une image qui a été générée par l'intelligence artificielle. On va la voir à l'écran, où il apparaît dans une pose qui est très messianique avec tous les symboles américains, donc les avions, la statue de la liberté. Et puis évidemment, ça a provoqué un véritable tollé. Il a retiré cette photo de Truth Social. Il affirme que pour lui, il n'avait pas l'intention de se comparer à Jésus, mais il a déclaré « C'était censé être moi en tant que médecin, que je soignais les gens ». Alors, c'est pas fini, puisque ensuite, aujourd'hui, Donald Trump a publié un autre post sur Truth Social en disant « Quelqu'un pourrait-il dire au pape Léon que l'Iran a tué au moins 42 000 manifestants innocents au cours des 2 derniers mois et qu'il est absolument inacceptable que l'Iran se dote de la bombe atomique. » En face, le Vatican ne répond pas directement à ces attaques, à ces paroles très virulentes. Léon XIV continue de s'exprimer de manière globale, mais sans viser explicitement des dirigeants.
chose est sûre, c'est que ce face-à-face entre Donald Trump et le pape ne fait que commencer. Effectivement, d'ailleurs, ces attaques frontales ont enflammé le pays en termes de polémique. Exactement, puisqu'avec ces critiques, Donald Trump prend un risque politique réel. On note évidemment que l'électorat catholique reste clé aux États-Unis avec près d'un quart des votants, donc c'est un électorat qui est assez décisif. Ça a causé évidemment des réactions en chaîne. Tout d'abord, du côté de l'Église, certains dénoncent une incompréhension profonde et surtout un manque de respect pour les catholiques et envers les croyants. Côté politique, évidemment, les démocrates ont fustigé Donald Trump. Et puis, un fait un peu plus rare, c'est que c'est une partie de la droite chrétienne elle-même qui s'est indignée. Et c'est ensuite J.D. Vance qui s'est ensuite entré dans l'arène et qui, lui aussi, s'en est pris au pape Léon. Voilà, il ne se fait pas que des copains. Donald Trump, ces jours-ci. Merci beaucoup, Chani Guidalia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ça se débat, l'émission présentée par Raphaël Hassine, entouré de ses 4 invités sur les thèmes brûlants, évidemment, de l'actualité. Très bonne soirée à tous sur i24.